Voici l'explication linéaire de numéro 4 du parcours La célébration du monde. Il s'agit d'un extrait de Proust du côté de chez Swann avec la description de la chambre de la tante Léonie. Donc, à la recherche du temps perdu, dont l'écriture débute vers 1908-1909, donc à peu près la même période que Les Vrilles de la Vigne, est l'une des plus importantes œuvres romanesques du XXe siècle, il faut en avoir entendu parler. Le narrateur, qu'on identifie souvent à l'auteur Marcel Proust, mais qui n'est pas Proust lui-même, cherche à recomposer dans l'écriture les étapes successives du travail de la mémoire. Le premier volume, intitulé Du côté de chez Swann, met en scène les épisodes marquants de l'enfance du narrateur et on a de nombreuses pages consacrées notamment à l'épisode du coucher, qui sont très connus, dans la maison familiale de Combray. Le passage qu'on va étudier décrit la chambre de la tante Léonie où elle vit cloîtrée depuis la mort de son mari. Donc, vous ferez la lecture du texte. Là encore, le texte est un peu long, donc vous serez sûrement interrompu. Et ensuite, on passe au mouvement et à la problématique. On note dans ce texte très caractéristique de l'écriture de Proust qu'il n'y a que deux longues phrases qui peuvent constituer du coup les deux mouvements du texte, de la ligne 1 à 10, la description de la chambre du point de vue des odeurs, et de la ligne 11 à la fin, l'attente dans l'antichambre avec la présence du feu qui est longuement décrit. Ma problématique sera comment le narrateur donne-t-il un aperçu de la vie provinciale à travers la description de la chambre de la tante Léonie. Donc l'entrée dans la description se fait par le biais de l'odorat. C'était une de ces chambres de province qui, de même qu'en certains pays, des parties entières de l'air ou de la mer sont illuminées ou parfumées par des myriades de protozoaires que nous ne voyons pas, nous enchantent des mille odeurs qui dégagent les vertus, la sagesse, les habitudes, toute une vie secrète, invisible, surabondante et morale que l'atmosphère y tient en suspens. Entraînez-vous à la lecture parce que les phrases sont longues, donc il faut vraiment s'être entraîné pour ne pas manquer de souffle, pour savoir où couper. Voilà, et ça demande quand même un petit peu d'entraînement. Donc vous noterez la présence d'un présentatif, c'était de ces chambres de province, avec également le complément du nom de province, qui déjà introduit le thème principal, mais donne aussi un aspect plus générique à la description. La chambre de la tante est représentative de ce qu'on trouve en province en ce début de XXe siècle. On trouve tout de suite une première digression entre tirés qui est composée d'une comparaison introduite par la conjonction de subordination de même que, et on comprend que cette comparaison concerne les odeurs, enfin on comprend avec la suite de la phrase, odeurs qui vont être longuement décrites, et ces dernières sont comparées à des myriades de protozoaires que nous ne voyons pas. Les odeurs sont donc comme des micro-organismes invisibles, mais dont on perçoit même néanmoins les effets, comme on le voit avec les participes passés illuminés et parfumés, qui mélangent déjà, comme on va le voir dans le reste du texte, deux sens, la vue et l'odorat. Le merveilleux qui est déjà présent dans cette comparaison se poursuit avec le verbe enchante, et l'énumération de ce verbe enchanter est assez surprenante, l'énumération de sujets. Vous avez vertu, sagesse, habitude, enfin morale, tout cela évoque plutôt une atmosphère sévère et sérieuse que une atmosphère de conte de fées et d'enchantement. Donc ça a quelque chose d'un petit peu paradoxal. On voit bien aussi le lien avec les protozoaires, avec les adjectifs secrètes, invisibles, où l'expression tient en suspens, l'atmosphère tient en suspens, puisque ces odeurs sont invisibles, mais pourtant bien présentes, enfin elles ont pourtant bien un effet dans la perception de l'atmosphère. S'ensuit une longue description des odeurs, caractérisées par leur caractère hybride, à la fois naturel et lié aux activités humaines, avec une série d'antithèses que nous allons voir. Odeurs naturelles encore, certes, et couleurs du temps comme celle de la campagne voisine, mais déjà casanières, humaines et renfermées, gelée exquise, industrieuse et limpide de tous les fruits de l'année qui ont quitté le verger pour l'armoire, saisonnière mais mobilière et domestique, corrigeant le piquant de la gelée blanche par la douceur du pain chaud. Je me suis arrêtée là
parce que la description avec l'énumération d'adjectifs est très longue et on peut la décomposer en deux parties puisqu'on voit par la suite que ça dévie vers des traits plus humains qui vont plus parler finalement du caractère de la tante que des odeurs elles-mêmes. Donc on trouve une série d'antithèses articulées par la conjonction de coordination mais qui permet de caractériser les odeurs comme à la fois issues de la nature et transformées par les activités humaines. Donc par exemple dans ces antithèses, vous avez naturel, couleur du temps comme la campagne voisine, là, qui est du côté de la nature, casanière humaine et renfermée du côté de la maison, de l'intérieur. Saisonnière qui renvoie au changement de saison et notamment du point de vue de la nature, des cultures, et qui s'oppose à mobilière et domestique. Mobilière à entendre comme euh, entrait dans le mobilier, enfin mise dans un mobilier, une armoire par exemple. On a l'armoire juste après, verger qui s'oppose à armoire, le piquant de la gelée blanche qui s'oppose à la douceur du pain chaud, avec encore une fois l'extérieur caractérisé par le froid et l'intérieur caractérisé par le chaud, mais aussi le plaisir procuré par les créations humaines et notamment gustatives. Le groupe nominal qui est apposé, hein, gelée, exquise, qui va jusqu'à armoire, explicite ce phénomène de double nature des odeurs, hein, en proposant finalement un exemple, celui des confitures, issues des fruits du verger et qui sont transformées par l'activité humaine et conservées à l'intérieur de la maison. La suite de la description, les adjectifs qui suivent, donnent plus à voir le portrait de la tante Léonie et l'évocation de la vie en province que les odeurs elles-mêmes. Oisive et ponctuelle comme une horloge de village, il s'agit toujours des odeurs, hein, flâneuse et rangée, insoucieuse et prévoyante, lingère, matinale, dévote, heureuse d'une paix qui n'apporte qu'un surcroît d'anxiété et d'un prosaïsme qui sert de grand réservoir de poésie à celui qui la traverse sans y avoir vécu. Donc, ces adjectifs ne se rapportent manifestement pas directement aux odeurs, sauf peut-être lingère par exemple, mais plutôt au caractère de la tante et à son mode de vie, avec des activités qu'on devine domestiques, plutôt des activités féminines, hein, en ce début du 19e, tournées vers l'intérieur, lingère, matinale, dévote, mais aussi assez routinière, ponctuelle comme une horloge de village. Et à travers les odeurs de la chambre, le narrateur fait en réalité le portrait de sa tante, hein, et il laisse apercevoir aussi une forme de critique face à cette vie provinciale un peu trop tranquille, probablement à son goût, avec ces expressions qui, là encore, comportent des antithèses. Heureuse d'une paix qui n'apporte qu'un surcroît d'anxiété, on a l'antithèse paix, anxiété, ou bien d'un prosaïsme qui sert de grand réservoir à poésie à qui la traverse sans y avoir vécu. Prosaïsme s'oppose à poésie. Le prosaïsme, c'est le fait d'être très à terre, très terre à terre, pardon, très matérialiste, et donc ça s'oppose au terme de poésie. Et on peut donc y lire peut-être une critique de cette vie, d'une vie assez matérialiste, tout tournée vers l'inquiétude du quotidien et pas du tout vers la poésie, mais pour le narrateur qui n'y vient qu'en vacances, comme on va le voir dans le passage suivant, c'est un sujet d'émerveillement, un objet d'écriture poétique, hein. On voit bien tout au long de ce texte comment le narrateur transfigure finalement le réel assez prosaïque pour en faire un objet poétique. Donc on passe au deuxième mouvement qui se centre plutôt sur le feu, l'antichambre, mais on a un premier passage qui caractérise l'atmosphère en recourant aux synesthésies. L'air y était saturé de la fine fleur d'un silence si nourricier, si succulent, que je ne m'y avançais qu'avec une sorte de gourmandise, et surtout par ces premiers matins encore froids de la semaine de Pâques, où je le goûtais mieux parce que je venais seulement d'arriver à Combray. Je pense qu'on entend quand même les allitérations en S, hein, qui sont assez présentes et qui font partie de ce style poétique.
Et donc, pour décrire l'atmosphère de la pièce, le narrateur recourt aux synesthésies, puisque, alors que le thème annoncé, le silence, est en rapport avec lui, tout le reste, tout le vocabulaire, le champ lexical qui suit, a trait à la gourmandise, au goût, hein, fine fleur, nourricier, succulent, gourmandise, goûter. Euh, et l'effet de nouveauté, d'étrangeté explique ici le plaisir du narrateur à visiter Combray, hein. Ça éclaire la phrase précédente. S'il peut trouver du plaisir dans cette atmosphère, c'est aussi parce qu'il n'y vit pas, il n'est pas pris par ce monde très prosaïque, très matérialiste. Il n'y vient qu'en visiteur de temps en temps et il est capable, lui, d'y voir quelque chose de poétique. Le cadre temporel est précisé, on a le terme Combray, premier matin encore froid de la semaine de Pâques, hein, qui donne un aspect un peu autobiographique, même si on sait qu'il s'agit plutôt d'une autofiction. Vient ensuite l'évocation d'un moment d'attente propice à la rêverie, hein, qui est suscité par le feu de cheminée. Avant que j'entrasse souhaiter le bonjour à ma tante, on me faisait attendre un instant dans la première pièce où le soleil, d'hiver encore, était venu se mettre au chaud devant le feu, déjà allumé entre les deux briques, et qui badigeonnait toute la chambre d'une odeur de suie, en faisait comme un de ces grands devants de four de campagne ou de ces manteaux de cheminée de château, sous lesquels on souhaite que se déclare dehors la pluie, la neige, même quelques catastrophes diluviennes, pour ajouter au confort de la réclusion la poésie de l'hivernage. Donc, après avoir eu une évocation assez générale, on va aller vers un moment et un lieu précis. Donc, on a ce moment de la semaine de Pâques, où il fait encore froid, et un lieu précis qui est un peu l'antichambre avant de rentrer dans la chambre de sa tante. Donc tout ça marqué par la proposition subordonnée circonstancielle de temps, avant que j'entrasse souhaiter le bonjour à ma tante, et puis le complément circonstanciel de lieu dans la première pièce. Ça donne l'occasion pour le narrateur d'évoquer un élément de la pièce hein, qui lui permet de s'adonner à la rêverie, c'est le feu. Cet imaginaire, cette rêverie se traduit par les personnifications du soleil et du feu, hein. Le soleil était venu se mettre au chaud, comme s'il était une personne. Et là encore, finalement, on a ce lien entre l'extérieur, le soleil, et l'intérieur, le feu, qui revient. Le verbe badigeonner marque également une personnification. L'imaginaire du narrateur transforme la simple cheminée de briques en une cheminée de château ou un grand devant de four de campagne, hein. On a le manteau de cheminée. Donc tout prend une ampleur bien plus importante que cette simple chambre très limitée, cette petite cheminée. Et à travers le pronom indéfini on a accès aux pensées du narrateur qui généralise un peu ses imaginations avec cette mention de ce cocon hein, caractérisé par la chaleur du feu dans lequel on se sent bien et qui amène à souhaiter finalement des intempéries au dehors pour pouvoir encore mieux profiter du contraste entre le côté hostile de l'extérieur et le cocon intérieur fait de feu et de chaleur. Et on a comment dire, des antithèses, hein, catastrophe divienne qui s'opposent à confort et réclusion, hein. La réclusion, c'est le fait d'être enfermé à l'intérieur. Le mot poésie montre bien, du coup, la capacité du narrateur à transfigurer le réel par l'imaginaire. La dernière phrase relie finalement les deux thèmes précédents. Donc, on a vu les odeurs et on a vu le feu. Je faisais quelques pas du prie-dieu au fauteuil en velours frappé, toujours revêtu d'un appuie-tête au crochet, et le feu cuisant comme une pâte les appétissantes odeurs dont l'air de la chambre était tout grumeleux, et qu'avait déjà fait travailler et lever la fraîcheur humide et ensoleillée du matin. Il les feuilletait, il les dorait, les godait, les boursouflait, en faisant un invisible et palpable gâteau provincial, un immense chausson. Donc après une brève description du décor qui est
peut évoquer un décor typique hein, de la province au début du XXe siècle, avec le prix Dieu qui fait écho au mot dévote, hein. On est dans un univers assez religieux, assez moral. Les appuis-têtes au crochet qui donnent un petit côté, voilà, provincial, un peu vieillot. Les odeurs qui ont été précédemment évoquées vont à nouveau faire l'objet d'une métaphore filée dans laquelle cette fois intervient le feu qui lui aussi était l'objet de la phrase précédente. Elles sont comparées, ces odeurs, là encore, grâce à l'imaginaire très riche de l'auteur, à une pâte feuilletée qui est transformée en chausson, un gâteau provincial. Donc là encore, on a une évocation du mode de vie provincial, comme si la multitude des odeurs formait des couches hein, de pâte feuilletée prêtes à lever avec la chaleur. Et cette métaphore est filée à l'aide d'une énumération de verbes à l'imparfait. Feuilleté, doré, godé, boursouflé pour le travail du feu qui fait monter la pâte et avait déjà fait travailler et lever. Ça, c'est plutôt la phase pour de montée hein, de la pâte du pain. On retrouve ainsi le procédé de la synesthésie qui mélange de façon poétique différents sens, l'odorat, le goût et la vue. On peut voir cette synesthésie également avec les adjectifs invisible et palpable. Invisible, comme le montre bien le radical, désigne, enfin renvoie à la vue et palpable, c'est plutôt le toucher. Il y a presque un oxymore d'ailleurs, invisible et palpable mais qui est porté par les sens, c'est-à-dire que ce qui n'est pas perceptible par la vue, l'est par le toucher. Donc en conclusion, le narrateur fait une description poétique et assez inattendue, assez originale, recourant aux synesthésies et au rapprochement singulier. Donc, description non seulement de la chambre de sa tante, mais aussi du caractère de cette tante et plus généralement de la vie provinciale, proche de la nature, hein, à cheval entre le jardinage, l'exploitation des fruits de la nature et puis leur transformation à l'intérieur de la maison. Une vie dominée par la religion, la vertu, la morale, alors, tournée vers le passé, hein, on le sent bien, avec un sentiment de lenteur qui domine et ce milieu présenté comme prosaïque est transformé par le regard poétique du narrateur. Voilà pour cette explication linéaire numéro 4.